Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici les grandes articulations des informations qui meubleront ce journal. Création du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre 2018. Vous suivrez un extrait du compte rendu du ministre Oswald Omeki dans cette édition. Le 13 septembre, c'est la journée des programmeurs et développeurs pour comprendre ce que c'est qu'un programmeur. Carnot François Rungbadé-Rinto a posé la question à un analyste programmeur. Vous en saurez davantage dans un instant. À la veille de l'ouverture du sommet mondial pour l'action climatique à San Francisco, la mairie distribue des tasses réutilisables et une performance artistique cherche à attirer l'attention sur le rôle des forêts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présence effective du chef de l'État. Plusieurs grands dossiers ont été examinés. On note entre autres la création du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Il a également été question au cours de cette réunion de traiter des conditions plutôt d'ouverture et de déroulement d'enquête technique sur les accidents et incidents d'aviation civile au Bénin. Écoutons à présent le compte-rendu du ministre Oswald Omeki. Au titre des mesures normatives, création, attribution et composition du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre le Bénin et la France. Le 26 août 2016, le Bénin a officiellement porté devant la République française une requête visant la restitution des biens culturels issus du patrimoine national et se trouvant dans plusieurs musées et collections français. Ces biens sont pour notre pays d'une valeur historique, spirituelle et culturelle inestimable et participent de son identité. À la suite de cette démarche, des pourparlers ont eu lieu au haut niveau entre les autorités des deux pays. En vue de conduire le processus, le présent comité a été mis sur pied et est composé de personnalités de grande réputation dans le domaine. Ce comité a pour mission de définir avec la partie française le cadre de partenariat et les modalités de circulation et de restitution temporaire ou définitive des œuvres culturelles du Bénin en France, de convenir des modalités de réalisation d'un inventaire exhaustif des œuvres et des biens culturels concernés. Conditions d'ouverture et de déroulement des enquêtes techniques sur les accidents et incidents d'aviation civile au Bénin. Le Conseil des ministres a adopté ce décret qui définit les modalités d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile survenus sur le territoire ou dans l'espace aérien béninois. Cette compétence s'exerce également en dehors du territoire ou de l'espace aérien national lorsqu'un accident ou un incident survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre État implique un aéronef immatriculé en République du Bénin ou exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement sur le territoire béninois et si cet État n'ouvre pas d'enquête technique et quand un accident ou un incident survenu en dehors de tout territoire ou espace aérien national implique un aéronef immatriculé en République du Bénin ou un aéronef dont l'état d'immatriculation n'ouvre pas d'enquête technique si cet aéronef est exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement sur le territoire de la République du Bénin. Notre pays se conforme ainsi aux normes internationales auxquelles il a souscrit afin de finaliser le processus de mise en place du bureau enquête et accidents. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce jour a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat et approbation des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins du BEDRA.
Ce 13 septembre 2018, le continent noir célèbre la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle sous le thème l'intention moteur du développement institutionnel. L'institutionnalisation de cette journée vise à encourager les Africains à s'investir dans la recherche et développement et la protection de leur création par la reconnaissance de leurs droits de propriété intellectuelle. On écoute ici le message du ministre béninois du Commerce délivré à cet effet. Au cours de cette journée, plusieurs communications seront faites à l'endroit du public pour montrer l'importance de la propriété industrielle. Une journée porte ouverte à l'Agence nationale de la propriété industrielle sera tenue pour permettre aux acteurs de champ de découvrir les prouesses réalisées par nos inventeurs et innovateurs, et les sites de l'OAPI, de l'OMPI seront accessibles à tout visiteur qui s'y rend. Béninois, béninoises, chers compatriotes. La 19e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle précède pour notre pays la célébration du 24 au 27 octobre 2018, la 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique SAIT. Cette édition intervient 9 ans après celle de Bamako au Mali en 2009. Le Salon de Cotonou constitue donc une édition de relance et connaîtra la participation de 34 exposants, à raison de 2 exposants sélectionnés dans chacun des 17 États membres de l'OAPI. Mon département ministériel s'investit à faire participer le plus grand nombre d'inventeurs, de chercheurs nationaux, en dehors des 2 sélectionnés par l'OAPI. J'encourage donc tous les organismes nationaux et internationaux chargés de la promotion et du financement des inventions et des innovations technologiques à apporter leur concours aux inventeurs et centres de recherche afin de donner une impulsion au tissu industriel de notre pays et à s'associer à mon département en vue de faire de cet événement un véritable succès. Je vous souhaite donc une bonne commémoration de la 19e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Vive l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, vive l'Union africaine, vive la coopération internationale, vive le Bénin. Je vous remercie. Ce 13 septembre également, le monde célèbre la journée des programmeurs et des développeurs. En Russie, par exemple, cette journée est le congé national officiel des programmeurs. Pour comprendre ce que c'est qu'un programmeur, Kano François Humberengento et Fiacre Voitan ont posé la question à un analyste programmeur, Salam Adobo Meragbe, qui nous donne plus de détails que je vous invite à suivre. Un analyste programmeur, c'est après tout un développeur. Et là, un analyste programmeur, c'est celui qui réalise des programmes informatiques. Il conçoit des lignes de code. Toujours avec ce dernier, il améliore des services informatiques ou du moins des applications déjà existantes pour adapter à un client spécifique. Tout le monde qui désire et qui a la volonté peut le faire. Il suffit juste d'avoir la volonté et d'aimer l'éthique. L'analyse programmeur est très important au sein d'une structure donnée. Mais actuellement, nous ne voyons pas encore avec insistance son rôle. Mais ça vient, c'est déjà en cours. Et comme je le disais tantôt, au sein d'une structure, c'est le moteur, c'est le cœur. Vous voyez, c'est lui qui coordonne les activités, c'est lui qui transcrit l'idée en un langage informatique. Quand je parle de l'auto-formation, je parle des recherches. Il faut beaucoup rechercher via le net, via Internet. Il faut beaucoup s'adonner à l'outil informatique. Parce qu'une chose est de vouloir et l'autre chose est de ne pas trop s'adonner. Parce que tu peux vouloir et ne pas t'adonner. Et quand tu ne t'adonnes pas, tu n'auras pas le résultat à la fin. Donc moi, je leur dirais, je les exhorte à beaucoup travailler
et à s'auto-employer, du moins à s'auto-former. Pour moi. Eh bien, nous continuons cette édition pour parler cette fois-ci de cette séance de sensibilisation et d'information à la préfecture de l'Atlantique ce mercredi 12 août 2018 où le préfet Jean-Claude Kodja a rencontré les différents acteurs impliqués dans le commerce de l'essence fruitée ou de contrebande au Bénin. Objectif, jeter les bases d'une franche collaboration plutôt en vue d'une lutte efficace et humaine contre ce fléau. Carole Olaye et Damien Pedro pour le point. Plus de circulation anarchique dans un futur proche des bidons d'essence de contrebande au Bénin. Un vœu très cher au chef de l'État, mais également au préfet de l'Atlantique, qui a convié tous les acteurs impliqués dans cette lutte à une séance d'information et de sensibilisation à la préfecture d'Alada. Au cœur de cette rencontre, le projet d'organisation de la distribution des produits pétroliers par des mini-stations au Bénin. Une initiative qui prévoit la construction de 20 000 mini-stations d'ici avril 2019. Il s'agit des questions de sécurité et de santé, mais également des questions d'une meilleure répartition des stations d'essence sur le territoire national pour permettre à la population de s'en procurer aisément. Les maires des différentes communes de l'Atlantique, la police républicaine, la douane, les vendeurs et les transporteurs sont les différents acteurs qui doivent chacun jouer leur partition dans l'aboutissement de cette réforme du gouvernement de la rupture. Je crois que les thèmes de référence sont bien définis. Chacun doit rester dans son rôle. Et je crois que la police est sous l'autorité du préfet et nous avons délégué cette autorité au maire. Et je crois que ça devrait bien fonctionner. On doit pouvoir collaborer et s'écouter pour que ce projet cher au chef de l'État réussisse pour le grand bien de la population. Les inquiétudes et les éventuels obstacles ont été donc identifiés et pris en compte. Les zones qui ne sont pas encore loties, il va se poser des problèmes, mais c'est pourquoi on a dit on se met ensemble et on descend sur le terrain pour aller voir. Et sur la base donc des projections, nous allons voir vraiment là où nous devons mettre. Donc je crois que ce ne serait pas des problèmes qui vont bloquer le projet, c'est des questions que nous allons aborder de façon pratique. Il n'y aura plus donc de passage fluvial. Il faut que tout passe par terre et que ce serait après donc le dédouanement de façon formelle que ça va passer. Nous allons pouvoir nous organiser pour qu'il n'y ait pas de remous, qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas de contradictions inutiles au niveau de notre pays. Parce que nous n'avons pas de station qui puisse couvrir toutes nos localités. Tous les vendeurs grossistes et détaillants sont donc invités à se faire recenser dans les communes pour une réussite du projet. Par ailleurs, le préfet Jean-Claude Kodja n'a pas manqué de réitérer la volonté ferme du gouvernement à mettre un terme à la commercialisation anarchique de l'essence fruitée, communément appelée paillot. C'est la pré-rentrée au Bénin depuis ce lundi 10 septembre 2018. Écoliers, élèves, enseignants et membres de l'administration des établissements préparent activement la reprise des cours prévus pour le lundi prochain. Un reportage de Hayat Guilé-Foué et de Fiacre Voitan dit par Roland Tonekes. 2018 est la date prévue pour la rentrée scolaire 2018-2019. Mais en attendant, il est de coutume depuis quelques années au Bénin d'observer la pré-rentrée au sein des établissements scolaires. Ici au Collège d'enseignement général Océan, la pré-rentrée a eu lieu et même les emplois du temps sont déjà disponibles. Oui, l'emploi du temps des professeurs était déjà élaboré depuis, disons, 1 mois. C'est fait sur papier. C'était déposé hier déjà pour signature de directeur et normalement à partir d'aujourd'hui j'affiche tous les emplois du temps et tous les professeurs sont priés déjà de venir et retirer leur emploi du temps version officielle. Donc à Océan, pré-rentrée on peut dire qu'avait lieu et normalement semaine prochaine le 17 on démarre le cours. Tous les professeurs sont au courant de leur emploi du temps et les enfants aussi.
Même constat au CGB Gamin, où les agents du service administratif sont à la tâche. Comme l'a prévu le gouvernement, nous avons effectué la pré-rentrée depuis hier. Et hier, on était là, ce matin également, en train de travailler. Nous recevons les élèves qui viennent, même les parents qui viennent, pour leurs différentes préoccupations. Effectivement, le 17 prochain, la rentrée aura lieu. Ainsi s'organisent les préparatifs pour un bon démarrage de la rentrée scolaire 2018-2019. Ce journal se poursuit avec les membres de la mission des OSC, entendez organisation de la société civile, et qui sont revenus ce mardi sur la gestion de la mort massive des poissons du lac Tao. C'était à la faveur d'une conférence de presse que la société civile béninoise a remis en cause la crédibilité des résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Connaît Aïssé Fréjus Fiossi pour le reportage. De la société civile, membre du groupe d'action sur l'intoxication des poissons du lac Tao, donne leur position sur le drame halieutique. Une intoxication du lac ayant entraîné la mort de milliers de poissons dans la nuit du 19 au 20 mai 2018 à Kpinou, un arrondissement d'Atiémen dans le sud Bénin. Ces organisations de la société civile, actives dans la protection de l'environnement et la promotion de la biodiversité, après plusieurs semaines d'investigation, se sont prononcées ce mardi 11 septembre 2018 au Kodiam à Cotonou. Elles apprécient les démarches menées par le gouvernement face à la situation, mais restent insatisfaites sur plusieurs points, notamment sur les résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Pour elles, aucune preuve extérieure au lac n'a pu être identifiée pour expliquer la mort massive des tilapias. La société civile, pour sa part, note avec insatisfaction 1. La procédure et la méthodologie de prélèvement d'échantillons peu rassurantes dont a usé le laboratoire central. 2. Les résultats peu convaincants du laboratoire central, de même que leur interprétation qui jette un doute non seulement sur la procédure d'échantillonnage, mais aussi la nature des molécules réellement recherchées dans les échantillons. En effet, ces résultats qui imputent l'origine du drame à des produits vétérinaires tels que les tétracyclines et les sulfamides semblent peu crédibles et invraisemblables au regard des faits. Face à cette situation et au regard des faits, la société civile, sur avis de quelques experts en la matière, remet en cause la crédibilité des résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Elle invite les autorités compétentes et les parties prenantes à poursuivre les investigations pour une meilleure connaissance de l'origine du drame. La société civile estime que ce drame peut être dû à plusieurs facteurs et invite d'ailleurs à sonder les hypothèses ci-après. 1. Le rôle possible des pratiques de maraîchage répandues autour du lac et surtout dans le bassin versant. En lien avec cela, une étude fine des techniques de production et des intrants utilisés doit être réalisée. 2. L'influence des carrières de gravier en exploitation non loin du lac, pouvant entraîner le ruissellement d'eau de couleur rouge constaté par les riverains. 3. Les phénomènes géologiques locaux potentiels tels que les affleurements possibles de sources d'eau chaude et sursaturées en gaz éventuellement toxiques. Ces organisations de la société civile, membres du groupe d'action pour le lac Tao, ont enfin formulé quelques recommandations. La société civile béninoise recommande au gouvernement de mettre sur pied un comité national pluridisciplinaire pour élucider le drame et apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres au sujet de la situation du lac Tao. Associer les laboratoires compétents de nos universités pour des analyses pertinentes et appropriées. Les membres de la mission OSC sur le lac Tao ont également invité le gouvernement à prendre des mesures pour rassurer les pêcheurs, les pisciculteurs et les consommateurs sur la qualité des produits halieutiques du lac Tao. En interactualité, à la veille de l'ouverture du sommet mondial pour l'action climatique à San Francisco, la mairie distribue des tasses réutilisables et une performance artistique cherche à attirer l'attention sur le rôle des forêts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Des milliers de délégués non gouvernementaux se sont rassemblés dès ce mercredi pour montrer que ces villes et régions peuvent combler le retard des États dans la lutte contre les changements climatiques. Suivons cet extrait.
Je bois beaucoup trop de café en général, mais c'est vrai que j'utilise trop souvent des tasses jetables, alors j'essaye d'améliorer mes comportements au quotidien. Les forêts et la terre sont depuis trop longtemps une solution oubliée pour lutter contre le changement climatique. Ce secteur peut apporter un tiers des solutions pour lutter contre le changement climatique et pourtant, il ne reçoit que 3% des financements dans le monde. On peut restaurer les terres, on peut planter des arbres. On sait que les arbres sont l'organisme parfait pour absorber le carbone de l'atmosphère et en faire des produits utiles. On peut préserver les forêts et arrêter la déforestation. On peut améliorer la manière dont on cultive les sols. Il y a tellement d'opportunités. La conférence sur la sécurité et la migration tenue à Vienne est consacrée à la coopération entre l'Union européenne et les pays tiers. Elle met l'accent sur la coopération avec les Balkans occidentaux et les Moldavies dans les domaines suivants, la police et le traité de Brome pour l'Europe du Sud-Est, l'asile, la migration, la protection des frontières et les valeurs européennes dans le contexte de l'extrémisme et du terrorisme. Le Phonorama, c'est ça, un jeu de stratégie semblable aux échecs, se pratique depuis le XIVe siècle à Madagascar, très complexe, mêlant sagesse ancestrale et mathématiques. Et c'est un jeu considéré comme sacré qui fait partie de l'identité et bien sûr du patrimoine culturel immatériel de Madagascar. Reportage. Dans cette bouteille, des cailloux. Après ses travaux de nettoyage du quartier, André, 80 ans, s'adonne à une vieille passion, le jeu du fanourne. Des cailloux et une aire de jeu tracée à la main, il n'en faut pas plus pour ce jeu de stratégie malgache, vieux d'au moins 7 siècles et encore très populaire dans les rues de la capitale. Oui, c'est moi qui ai tracé ça. Je ne peux plus faire d'efforts physiques, mais je peux faire travailler ma tête avec le jeu du fanourne. L'objectif, manger les 22 pions de l'adversaire le premier. L'une des particularités du jeu, le vaincu peut ressusciter lors d'une deuxième manche une partie spéciale où le vainqueur doit se laisser faire. Il ne peut commencer à riposter qu'avec ses 5 derniers pions. Un bon exercice pour forger son mental. Le fanourne t'apprend à anticiper, à persévérer. Ça te donne de la force pour affronter la vie. Ça te rend courageux. Plusieurs chercheurs comme Eris ont étudié le fanourne. Selon eux, le jeu a une dimension scientifique et spirituelle. Le fanourne a aussi une version électronique. l'e-fanourne est un des premiers jeux vidéo produits, développés et distribués par des Malgaches. Gratuit, il a été téléchargé 30 000 fois depuis sa création il y a 4 ans. Le fanourne s'est trouvé une nouvelle vie dans le jeu vidéo. En 2012, il a été utilisé dans Assassin's Creed 3, une référence dans le jeu vidéo mondial. Un coup de projecteur inattendu pour ce monument culturel malgache. C'est bien sûr sur ce jeu, le Phanorama, que s'achève cette édition. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions pour une compréhension plus claire à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.